Bonjour à tous et bienvenue au CX Summit Eloquent 2023. Cette année, on verra l'objectif relation client 2025. Vous allez voir, on va vous préparer une journée exceptionnelle avec des intervenants de très grande qualité, comme on le voit ici. Alors tout d'abord, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par une présentation d'Eloquent pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors Laurent Duc, qui est Eloquent ? Eh bien, Eloquent, qui nous sommes ? Oui. Eloquent, donc éditeur SaaS et partenaire engagé pour accompagner les entreprises européennes à gérer, orchestrer, mesurer les conversations avec leurs clients grâce à une solution qui va permettre de traiter les contacts entrants, contacts sortants, donc une solution de CCaaS, centre de contact, et une solution qui est la même solution de voix du client. Aujourd'hui, Eloquent, c'est 20 ans d'expérience. On est présent pour nos clients dans un peu plus de 40 pays. C'est 450 millions d'interactions, plus de 320 clients, 120 collaborateurs experts de la relation client, des collaborateurs que l'on va retrouver à Grenoble, qui est le fief initial d'Eloquent, et puis Paris, où on aura une vingtaine de personnes. On a un taux de satisfaction de la part de nos clients très fort, puisque nos clients, on mesure la qualité perçue avec notre solution de feedback. 94% de nos clients sont très satisfaits. Eloquent est certifié depuis maintenant un peu plus de 8 ans sur la partie ISO 27701 et 27001, sur la partie sécurité des données. C'est aujourd'hui une des rares sociétés ayant ces niveaux de certification dans le domaine de la relation client. Notre mission, créer des expériences mémorables entre vos clients et vos collaborateurs. Une expérience qui sublime les attentes. L'omnicanalité, la personnalisation, l'autonomie, la proactivité. Grâce aux données, on va historiser les interactions, améliorer la connaissance du client, analyser les conversations, mesurer la satisfaction. Et puis, pour aider les collaborateurs, pour une relation client attentionnée, quelque chose de très important pour nous, l'expérience utilisateur, l'expérience montée en compétences, satisfaction des collaborateurs, l'assistance. Eloquent, une plateforme cloud d'expérience client qui va permettre la gestion de bout en bout du parcours client. La gestion des conversations, qui va permettre, sur la partie voix et digital, le canal voix, le canal digital, les flux entrants, les flux sortants, la console agent, le parcours automatisé et l'IA, bien sûr, conversationnel. Un élément clé, on verra dans cette journée qui sera largement sur le sujet. Effectivement. L'automatisation Safecare, Fred, tu viens d'en parler, avec la partie SVI, chatbot, callbot. La partie pilotage de la performance, enregistrement, le wallboard. On se passe ensuite à la partie voix du client et employé, les enquêtes. L'analyse et le reporting pour le parcours client, encore avec de l'IA et notamment la partie sémantique, puisqu'on a une solution sémantique maintenant depuis un peu plus de 8 ans. Et puis, tout ça va permettre d'améliorer la connaissance du client. Donc, un positionnement d'orchestrateur omnicanal, j'ai bien dit omnicanal, que propose Eloquent à l'ensemble de ses clients. Et ces clients, qui sont-ils ? Alors, on est très fiers, puisque a élu Service Client de l'année 2024, un grand nombre de clients ont été mis en avant, Corian, Orange, SFR, Total Energy et d'autres. De même manière, sur le podium de la relation client 2023, encore des clients d'Eloquent qui étaient présents. On voit qu'on est très présent dans certains secteurs, comme la partie mutuelle, assurance, la partie opérateur téléphonique, Orange, SFR, Bouygues, et puis donc une grande diversité, on le voit lors de ce slide, une diversité sur tout secteur d'activité. Merci Laurent pour cette présentation. Je t'en prie. Et puis Eloquent est ravi d'être accompagné aujourd'hui par des partenaires comme ce que l'on a autour de la table, et puis nos clients qui vont venir témoigner aujourd'hui de ce que l'on apporte pour eux, et puis de qu'est-ce que va être leur projet relation client 2024-2025, et après, puisqu'on est quand même rentré dans un ère nouveau, avec entre autres l'IA, mais vous en entendez parler tous les jours, et vous en entendrez parler avec Eloquent dans les prochaines semaines et mois. Merci Laurent pour cette belle présentation synthétique. Donc justement, c'est une bonne transition puisqu'on a vu il y a quelques secondes qu'on avait quelques clients qui étaient primés par Élus Service Client de l'année. Et on aura tout à l'heure Ludovic qui nous donnera en avant-première quelques petits chiffres. Ce que je vous propose, c'est de voir en fait les thématiques que l'on va aborder cette année dans le CX Summit 2025.
Comme on le disait précédemment, l'objectif, c'est relation client 2025, donc essayer de se projeter dans le futur. Et on va commencer cette matinée avec un peu de prospective. Et pour cela, en fait, j'aurai le plaisir d'accueillir donc Christophe Benavent, qui est chercheur et professeur, Marie-Lie Julien de la marque, vous avez fait une étude en commun, et bien entendu Ludovic qui nous donnera les tendances au niveau de la relation client et ce que font les meilleurs de la classe en termes d'expérience client. Les 5 autres points clés qu'on va aborder dans cette journée et qu'on a vraiment sélectionnés comme étant pour nous prioritaires dans l'expérience client de demain, c'est tout d'abord, dans un premier temps, l'efficacité au centre des contacts. On le voit, la productivité, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour cela, en fait, on va inviter des clients comme par exemple la CCI de Paris, Ecominero, et ils vont nous partager leurs meilleures pratiques. Deuxième chose, deuxième point clé, c'est d'écouter la voix du client. Et écouter la voix du client, c'est certes récupérer les données, les analyser, mais surtout les transformer en plan d'action. Et pour cela, en fait, on aura le plaisir d'accueillir la maison du client et la société Virkin. Le deuxième point qu'on va vraiment essayer de travailler, c'est tout ce qui est aspect engagement des collaborateurs. L'engagement des collaborateurs, ça va être essentiel pour faire la différence lors des moments de vérité. Et pour cela, on aura deux très beaux acteurs qui vont intervenir, la Massif et Soli Hazard, qui nous partageront leurs plans d'action qui sont vraiment très pratiques et très concrets. Autrement, Laurent, tu l'as évoqué précédemment, l'intelligence artificielle qui débarque dans toutes les entreprises. Et là, en fait, on a vraiment la chance d'avoir un très beau cas pratique avec la société Hublot qui nous montrera comment ils utilisent les bots et l'IA générative, ChatGPT, pour utiliser cette technologie comme un véritable assistant qui va aider les agents en centre de contact, mais également faire du reporting automatique, écrire automatiquement des contenus. Donc, vraiment un cas très pertinent. Et la dernière thématique, la 5e thématique, c'est la RSE. C'est vraiment une tendance qui est clé. On prend soin des collaborateurs, on prend soin également de ses clients, mais on va prendre soin aussi de l'environnement global. Donc voilà, 5 piliers clés qui sont pour nous les bases de la relation client de 2025. Alors, pour revenir peut-être maintenant à quelque chose d'un petit peu plus concret, je vais demander à nos intervenants, donc Ludovic Naudier, qui est fondateur d'Élu Service Client de l'année, que tout le monde connaît, donc Christophe Benavent, professeur à l'Université de Paris-Dauphine, Paris, et donc Marie-Lie Julien, le délégué général de la marque, qui va nous aussi donner l'aspect un petit peu concret. Alors, pour commencer, ce que je propose, c'est que, Ludovic, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont un petit peu les tendances à venir au niveau de la relation client? Qu'est-ce qui a changé d'une année sur l'autre? Parce que ça fait quasiment plus de 10 ans, je crois, que vous faites une étude sur justement les centres de contact, avec ce que veulent les clients, ce qu'ils attendent. Qu'est-ce qui a un petit peu bougé? Quelles sont les dernières tendances? Alors, je te passe tout de suite la main pour ces chiffres clés qui permettent de nous éclairer sur ce qui nous attend. Écoute, merci en tout cas de m'avoir invité aujourd'hui. Heureux de se retrouver parce qu'on est 7 jours, jour pour jour, après la remise des prix. Donc vous avez accompagné quelques clients jeudi dernier, effectivement, au Trianon. Peut-être la première chose, c'est avant de se dire c'est quoi les chiffres, etc., c'est mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça en fait? Parce que là, je vois qu'il y a déjà des slides, mais si on fait tout ça, c'est parce qu'en fait, la relation client aujourd'hui, c'est un formidable moteur de création de valeur pour les entreprises à plusieurs titres. La première chose, c'est quand on interroge effectivement dans cette étude, alors cette étude, ça fait pas 10 ans, maintenant on en est à 15e édition, 17e édition pour Élu Service Client de l'année, 15e pour l'Observatoire, donc je pense que c'est aussi une des études où on a le plus de chiffres sur l'antériorité et les évolutions. La première chose, c'est que 93% des Français déclarent que la qualité de la relation client influence l'image qu'ils ont d'une entreprise. Et quand on voit ce que les entreprises sont prêtes à dépenser, à investir pour travailler leur image, leur désirabilité, ça prouve bien qu'encore une fois, la relation client, c'est plutôt un service à valeur ajoutée, créateur de valeur. La deuxième chose, dans une entreprise, souvent ceux qui sont mis en valeur, c'est le commerce. Ouais. Parce que le commerce, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène du chiffre d'affaires, de la marge, et donc indirectement, il fait croître, et il y a la profitabilité derrière. Pareil, dans la même étude, et ces chiffres sont assez stables depuis 15 ans, 90% des Français déclarent que la qualité de la relation client influence leur décision d'achat ou de réachat. Et dans toute entreprise, et même dans les associations, ce qu'on cherche à faire, c'est conquérir de nouveaux clients, de nouveaux adhérents, et derrière, les fidéliser compte tenu du coût d'acquisition et compte tenu du fait qu'on veut grandir. Donc, c'est dire la puissance de la relation client qu'on a souvent minimisée, mais en fait, c'est un des maillons essentiels de cette chaîne de création de valeur de l'entreprise.
Et pour reprendre une image qui est assez simple, mais la solidité de la chaîne, c'est la solidité du plus faible maillon. Et je ne pense pas que la relation client soit le plus faible maillon, au contraire, vu tout ce qu'on fait dessus. D'ailleurs, quand on parle de relation client, là, si on ne prend pas les chiffres de l'Observatoire, mais si on prend les chiffres d'élu service client de l'année, donc l'étude qu'on vient de réaliser pour élu service client de l'année, donc on est sur de la qualité délivrée, du test client mystère. Cette année, on n'a jamais eu une note des lauréats aussi élevée. Donc en 17 éditions, cette année, la note, elle est à 16,40 sur 20. Ça n'a jamais été aussi élevé, alors même, on pourrait se dire, bah ouais, mais les critères, ils sont plus faciles, c'est plus simple, on s'est habitué. Non. La vérité, c'est que les critères, ils ont évolué au cours des éditions et que l'exigence, elle s'est renforcée. Donc, on a une chaîne de production, une chaîne de relations clients qui est sous tension, qui maîtrise de mieux en mieux les différents prérogatives qui lui sont et les attentes des consommateurs et qui exécute de mieux en mieux. Et c'est peut-être ce qu'on pourra se dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'exécution, c'est bien, mais enfin maintenant, c'est considéré comme un truc qui est acquis, quoi. C'est la norme. C'est la norme. Donc, si on bosse que sur l'exécution, c'est pas comme ça qu'on crée de l'attachement. C'est tous les petits plus à côté qui font qu'on crée de l'attachement, de la désirabilité, de l'envie, et que les clients restent avec nous. D'autant plus, comme avec le site que vous voyez à l'écran, quand on voit que les Français, c'est devenu des pros de la relation client. C'est-à-dire qu'ils sont 78% à contacter un service client à minima une fois par an. Et en gros, sur les dernières années, on est entre 75 et 78%, ça reste relativement stable. Mais en plus de nous contacter, on pourrait dire qu'ils nous contactent une seule fois. Ah non, l'année dernière, ils ont passé presque 3 heures avec nous au téléphone. Ce qui est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Énorme. 3 heures au téléphone, je passe pas forcément 3 heures au téléphone par an avec mes grands-parents quand je les appelle. Donc c'est vraiment beaucoup, et c'est pas une seule interaction. Et ça, on va pas dire doublé parce qu'on était à 1h47 en 2018, mais ça a progressé malgré le fait qu'on ait mis en place plein de nouveaux canaux. Des nouveaux canaux plutôt liés à de l'automatisation et souvent sur de l'écrit. Ouais, donc ça ne se subtilise pas, c'est plutôt complémentaire, on empile les couches, quoi. Alors, je ne sais pas si le terme empiler est le meilleur, mais en tout cas, quand on crée un nouveau canal, on crée de nouvelles occasions de contact, d'échange, des nouvelles opportunités de faire du business avec ce client ou de créer de la relation avec ce client. Mais c'est pas j'en enlève d'un côté pour en mettre de l'autre. C'est je crée de nouvelles occasions. D'où l'omnicanalité, quoi. Tout l'intérêt de l'omnicanalité, effectivement. On pourrait se dire, bon, ok, il y a la voix, il n'y a que la voix. Non, l'écrit, c'est pareil. Si on prend les emails, 9,2 emails envoyés, c'était 8 en 2018. Si on prend des gens comme les Anglais, alors là, ils dépassent tout ce qu'on peut imaginer, mais si nous, on est en retard sur les Anglais, ça veut dire qu'il va falloir vite qu'on recrute beaucoup de monde, parce qu'ils ont passé 4 heures au téléphone avec leur service client sur l'année dernière, et ils ont échangé plus de 11 emails. Donc ça laisse quand même de imaginer les flux, en tout cas. Et si on veut créer du contact, qu'on pourrait créer avec nos clients. Et nous, on est convaincus qu'il vaut mieux créer du flux que d'essayer de l'éviter. Oui. Parce que c'est comme dans une enquête de satisfaction. Celui qui se tait, finalement, c'est celui que vous ne pouvez pas rattraper s'il n'a pas envie d'exprimer, c'est qu'il a déjà abandonné. C'est vrai que c'est une tendance, on nous le dit tout souvent, le téléphone est de plus en plus caché, moins en moins visible, alors que l'étude prouve bien que le téléphone continue à être le canal numéro 1, et c'est ce que vous prouvez chaque année avec l'étude de l'Observatoire. Alors, en dehors du fait qu'il est de plus en plus caché, sur certaines entreprises. Certains peut-être effectivement ne le mettent pas en avant. On a eu des GAFA qui pendant très longtemps ne voulaient pas créer de relations téléphoniques, mais vous avez là le cas d'une start-up par exemple dans l'assurance qui a gagné l'appel d'offres pour l'Assemblée nationale, donc sur la mutuelle. La condition, c'est qu'il crée un canal téléphonique. C'est obligatoire parce que... Exactement dans l'appel d'offres. Donc ça prouve quand même que ce téléphone, que certains peut-être essayent de cacher, il a quand même encore un bel avenir. Et pourquoi aussi, enfin on le voit dans toutes les études, ce qu'on cherche, c'est avoir du contact direct. Et la voix, ça rassure. Plus qu'un écrit, même si c'est la même personne qui le fait, c'est peut-être aussi une question... générationnel, parce qu'on en avait parlé dans d'autres circonstances. Aujourd'hui, vous prenez les jeunes, par contre, la voix, ils sont pas très à l'aise avec. Hein. Ah, bien que...
bien que... Sauf pour du message vocal éventuellement. Oui, alors effectivement, pour des vocaux, oui, mais vous prenez un jeune, il a son téléphone tout le temps dans la main, il appelle pas beaucoup, éventuellement il laisse des vocaux. Vous l'avez en stage chez vous, il dit tiens, tu pourrais m'appeler quelqu'un, et regarde le téléphone pendant un moment, ça lui pose question quand même. Si on parle de la satisfaction, parce que moi j'ai toujours entendu parler que les services clients c'était pas terrible et que on répondait pas toujours super bien, mais quand on pose la question aux Français, la vérité à nouveau elle est toute autre. Ils sont 81% à dire qu'ils sont satisfaits du niveau de la qualité de la relation client qu'on leur délivre, et c'est plutôt une tendance qui est en progression. Donc encore une fois, on a des a priori, puis on a aussi une tendance naturelle à retenir que les trains qui n'arrivent pas à l'heure et à oublier toutes les millions d'interactions ou les bons moments qu'on a passés. Donc il y a une professionnalisation de la relation client et comme tu disais, les attentes se sont élevées là-dessus, les standards s'élèvent d'année en année. Oui, et surtout, nos interlocuteurs qui sont les Français, qui sont nos clients, qui sont les citoyens, etc., ils le remarquent et ils apprécient ce qu'on fait et la manière dont on leur parle. Ce chiffre, il est en amélioration. Là, on voit qu'on a pris 3 points sur une année. On voit aussi que tous les canaux, grosso modo, remportent plus que l'unanimité, parce qu'on tourne aux alentours de 86% sur le téléphone, c'est plus 6 points. 81% sur l'email, on gagne 4 points. Il y en a qu'un seul aujourd'hui qui est à la traîne, et je suis désolé parce que c'est un des sujets aussi du jour. C'est tout ce qui est chatbot et automatisation. En gros. Ils sont à la traîne, ils sont de plus en plus utilisés, parce que quand même ce qu'on voit, c'est que leur utilisation a doublé sur les 2 dernières années. Par contre, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas satisfaisants pour une grande partie des Français, mais on prend les citoyens européens, c'est la même chose. Alors, ils ne sont pas satisfaisants, pourquoi ? On le verra tout à l'heure, mais souvent, il y a une problématique de manque de confiance. C'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, je ne sais pas encore bien comment ça marche, etc. Donc, j'y accorde pas une confiance de dingue. Je veux d'abord... La confiance, ça se gagne, ça se prouve, etc. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, souvent, ça marche plutôt bien sur des problématiques relativement simples, pas toujours sur des problématiques complexes en facing client. Et tout à l'heure, vous parliez d'omnicanalité. En fait, ça génère souvent beaucoup de satisfaction si l'étape d'après, quand je n'ai pas trouvé la solution, je peux aller à l'humain. Bien ce qu'on mais ce n'est pas souvent le cas, et on le sait, et on le voit tous dans les différentes interactions qu'on peut avoir. Souvent, les canaux restent silotés. Et on dit omnicanal parce qu'on est joignable sur plein de canaux. Mais la vraie omnicanalité, c'est de faire parler les canaux entre eux. Oui. Et de pouvoir basculer d'un canal à l'autre et que notre agent puisse avoir cette traçabilité et pas repasser par les différentes phases qui ont été faites précédemment sur un autre canal. Et ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui encore pour les marques. On parlait de l'usage. L'usage, il va souvent, et la satisfaction avec la confiance. Les Français, ils ont confiance dans leur service client, donc ils ont confiance dans ce qu'on peut leur dire, dans les informations qu'on leur communique, dans les promesses qu'on fait. Après, cette confiance, elle peut être un petit peu différente en fonction des canaux. Encore une fois, l'humain l'emporte sur la machine de ce côté-là, et l'écrit et la voix sont plutôt homogènes. Cette année, on a essayé de fouiller autre chose, parce que souvent, on se dit on en a ras-le-bol des enquêtes de satisfaction, on n'y répond pas, c'est plutôt les extrêmes qui parlent dedans, et donc ça ne reflète pas toujours la réalité de ce qui se passe, etc. etc. Donc on s'est dit, bah tiens, on va aussi poser la question. Premier étonnement, franchement, c'est que on est 60% des Français à avoir répondu à une enquête de SAT. Ouais. C'est pas si mal que ça. On est très largement au-dessus de nos amis allemands. Hein. Ils sont moins de 40% à y avoir répondu, un petit peu en dessous de nos amis espagnols. Et surtout, si vous regardez le chiffre en bas, il y en a 55% pour ceux qui n'ont pas répondu qui nous disent j'ai pas eu l'occasion, j'en ai pas reçu. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un travail encore d'évangélisation? Est-ce qu'il y a un problème de réception? Est-ce qu'on a... Non, mais on peut imaginer des problèmes de délivrabilité. Ou de délire. Ou de délire. On peut imaginer aussi... nous, on est quand même ultra connectés.
Et en fonction des secteurs d'activité, des manières de consommation, etc., on en a plus ou moins. Mais en tout cas, ça pose question. Ça pose la même question sur toutes les entreprises qui travaillent ces sujets-là. C'est est-ce que je dois encore collecter? Est-ce que je dois utiliser de la donnée, entre guillemets, passive qui a déjà été collectée? Est-ce que je dois comprendre le consommateur par d'autres manières qu'en lui demandant son avis? Voilà. L'autre chose, c'est que, en tout cas, naturellement, on se dit les Français, ils sont à l'heure quand ils répondent à une enquête de SAT. En général, ça nous met des notes qui sont inférieures à la réalité, parce que évidemment, il tire la sonnette d'alarme, il veut dire qu'il n'est pas content et qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Éventuellement, il veut même un geste commercial, etc., etc. Bon. Bah là, encore plus étonnant, ils nous disent que quand ils partagent, dans 73% des cas, c'est pour raconter une belle histoire ou récompenser le conseiller. Ouais. Ça, je suis un peu tombé de la chaise quand j'ai découvert ces chiffres, très franchement. Mais ça ne m'étonne pas forcément, puisque nous, on le voit, si on regarde les avis sur Internet, généralement, les avis sont très négatifs. Et quand on regarde les enquêtes de satisfaction qu'on pose aux clients, on arrive à un taux de satisfaction de 80-90%. Donc, on voit bien que finalement, les gens, ils s'expriment et ils disent « oui, je suis content, je suis pas… » Mais c'est quand on ne les écoute pas, que là, justement, ils veulent chercher en fait un moment de se défouler, faire passer leur message et dire « voilà, ça ne se passe pas bien et je veux prévenir les autres quelque part et demander un retour de la marque. » Après, on a la question du bouche à oreille. Si je dis pas de bêtises, c'est il y a 25 ans ou il y a 20 ans le NPS. Le principe du NPS, j'ai une bêtise? Ouais, c'est il y a quelques années. Principe fondé sur la recommandation, donc le fait que un individu en parle à sa famille, ses amis, etc. et que derrière, celui qui a reçu l'information devienne potentiellement client de la marque. Bah, aujourd'hui, 56% des Français nous disent qu'ils ont partagé leur expérience avec un service client, avec leurs collègues, leurs amis, etc. Et que dans la grande majorité des cas, 84%, c'est positif. Ouais. Donc, à nouveau, moi je trouve qu'on a cette relation client crée de la valeur parce qu'elle crée du bouche à oreille. Ouais. Un bouche à oreille est un espèce de brouillard autour de ça positif. Et donc, on peut espérer que derrière, on peut conquérir ou fidéliser des clients avec tout ça. Oui, alors justement, comment on fait pour avoir ce bouche à oreille positif? Parmi les lauréats d'Élus Service Client de l'année, est-ce qu'il y a une ou deux bonnes pratiques que tu peux nous partager qui sortent un petit peu du lot et qui montrent justement comment on arrive à avoir ce bouche-oreille positif? Est-ce que c'est le temps d'attente? Est-ce que c'est la qualité de service? Qu'est-ce qui va faire s'il y a une astuce qui est remontée Moi aujourd'hui, je crois plus aux astuces techniques et d'exécution. L'exécution, on l'a vu, en gros, elle est acquise. Ouais. La relation client s'est professionnalisée, on s'est fait accompagner par plein d'acteurs qui nous ont aidés à ça. Et donc je ne crois pas à l'astuce de je te réponds en 3 secondes et l'autre il est en 4 secondes. Ouais. Ça ne fait pas la différence. Je pense que la différence, elle se fait souvent sur du bon sens. J'entendais la dernière fois un patron de banque, par exemple, qui disait « Maintenant, mes conseillers, ils ont la main pour… répondre et prendre des décisions sur 95% des questions que leur posent leurs clients. » Avant, j'avais un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4. Le conseiller proposait en disant moi, si j'arbitrais, je ferais ça. C'était validé par quelqu'un, etc. Okay. Bah, ce qu'on a besoin, on est dans du temps court aujourd'hui. Les gens, ils veulent de l'immédiateté. Franchement, ça vous casse les pieds si vous appelez quelqu'un ou vous rencontrez quelqu'un et qui vous dit « Moi, je suis d'accord avec vous, mais il faut que je me renseigne et puis je reviendrai vers vous demain pour vous dire. » Enfin, donc il nous faut des organisations qui sont plus horizontales. Donc ce qui veut dire, en gros, la confiance. Parce que pour faire ça, c'est je dois avoir confiance en mes collaborateurs, je dois avoir confiance en mes clients. Ouais. Et ça amène à une plus grande autonomisation de chacun. Et puis aussi, à enlever tout ce qui sert à rien, quoi. Parce que de temps en temps, on a eu tendance à rajouter des couches pour pas grand-chose. D'autant plus que quand on fait des retours d'expérience avec des gens qui ont donné de l'autonomie à des collaborateurs, le premier truc, c'est on se dit ils vont dépenser sans compter. En fait, souvent, ils sont beaucoup plus radins que nous. Et presque même le management de temps en temps, je vais leur dire non mais les gars, lâchez un peu. Ouais, mais quand même. Mais non,
C'est ce qu'on verra tout à l'heure justement avec Marie-Louis dans les quelques bonnes pratiques. Hein. C'est une excellente transition justement vers le livre qui a été écrit par la marque. Hein. Donc je te laisserai présenter la marque, hein, l'Association pour le management de la relation client, et Christophe aussi qui a contribué à cet ouvrage que vous pourrez gagner. En fait, il y aura une question qui sera posée à la fin par Chantal et vous pourrez gagner à chaque fois un exemplaire de ce livre tout au long de la journée. Alors donc justement Christophe, tu as fait avec Marie-Louis une étude, une enquête qui était assez intéressante justement sur le climat de la relation client. Est-ce que la relation client d'aujourd'hui et de demain va être plus tendue ou elle va être plus apaisée? Alors c'est une étude qui a été menée conjointement avec presque 1000 personnes qui ont répondu. Alors dis-nous un petit peu plus et présente-toi. Donc Christophe de l'Université Paris-Dauphine, ben avant éventuellement. Le contexte, un mot sur le contexte d'abord. Hein, un groupe de travail thématique, le thème ne compte pas beaucoup, c'était constitué à la marque. Et au bout de 2-3 réunions, il y a quelque chose qui est apparu, venant plutôt du terrain, qui était l'identification d'un durcissement de la relation, allant dans certains cas jusqu'à l'agression, hein, très clairement. Donc, problématique, qu'est-ce qui s'est passé? Période post-Covid, pourquoi on perçoit une tension? Est-ce que cette tension existe? Donc, le premier but, c'était simplement d'établir le fait, quoi. Sur l'enquête, une enquête un petit peu particulière, parce qu'avec peu de questions fermées, beaucoup de questions ouvertes et beaucoup d'intelligence artificielle, c'est mon dada ces temps-ci, pour traiter le langage, et essayer de recueillir l'opinion des collaborateurs. Donc la cible, c'est bien les collaborateurs, et on en a en gros un peu plus d'un millier qui ont répondu. Qui ont répondu, ça fait 250 entreprises. Certaines entreprises étaient bien représentées, d'autres un peu moins. Plutôt dans le domaine des services, ça c'est important parce que relation client, c'est pas la même chose dans le transactionnel et dans les industries d'abonnement. Hein. Il faut quand même rappeler cette chose absolument fondamentale. Donc là, on est plutôt la banque, l'assurance, les bailleurs sociaux, l'énergie, beaucoup de utilities et les services en général. Le résultat, il est très clair. Ouais. Sur 2 collaborateurs qui perçoivent un durcissement depuis 2 ans et qui projettent un durcissement dans les temps à venir, hein, il y avait les 2 questions, on en a un qui se sent dans une relation plus apaisée. Voilà. Ouais. Ça, c'est le fait. Donc, il y a une perception d'un contact plus rude, plus dur, avec différents degrés, avec la clientèle. Ouais, c'est quand même assez étonnant, parce que quand j'écoute, et sans remettre du tout en cause les chiffres, mais on ne peut que partager l'idée que la profession s'est améliorée ses techniques, ses processus, etc. Donc, il y a quand même un petit dilemme. Donc, ça, c'est le fait. On peut peut-être passer sur la suite. Ouais, donc les mots-clés, qu'est-ce qui apparaissent? Qu'est-ce que disent en fait ces collaborateurs sur cette relation client? Sur cette relation client, alors là c'est presque visible au premier coup d'œil, mais on peut donner un petit peu d'idées. Il y a des idées, le temps est quelque chose qui est extrêmement important. Pour rebondir dessus et pas trop commenter la carte, on va passer peut-être à la suivante. Très clairement, dans les motifs de tension ici, c'est la question de la qualité des interactions qui est en cause. Hein. Et quand on parle de qualité des interactions, elles sont liées effectivement à la durée de traitement des réclamations. Hein. Si on dépasse la journée, c'est catastrophique. Hein. Sur une autre enquête, la plus client, pour vous donner les ordres d'idées, si on s'interroge sur l'émotion, et notamment une émotion qui est la colère, après une résolution d'un processus de réclamation client, en gros, quand ça a été traité en quelques heures, c'est moins de 10%. Ouais. Quand c'est traité en plus de 24 heures, on peut monter à 40%. Ouais, donc c'est la réactivité qui est essentielle. Donc le process, la qualité du process est extrêmement importante, que ce soit rapide et que ça demande le moins d'interactions possible. Et sinon, on se met dans des situations de tension importantes. Alors, est-ce qu'il y a des différences selon les secteurs? Est-ce que selon l'énergie? Alors, de manière surprenante, non. Non? Non. Juste un petit excès qu'on aperçoit sur le graphique pour l'immobilier, mais l'enquête s'est faite en pleine montée de l'inflation. Effectivement, tension sur l'énergie, tension sur les loyers, tension à peu près sur tout, donc on peut comprendre. Mais le phénomène est absolument partagé, quels que soient les secteurs.
D'accord. Mais alors, est-ce que selon la typologie de l'entreprise, il y a des différences? Tu as dit que les collaborateurs sentaient que cette relation client se tendait, elle devenait moins apaisée. Est-ce que ça change selon certaines entreprises? Est-ce qu'il y a un critère qui fait évoluer ça? Oui. Je pense que ça doit être sur le diagramme suivant. Ouais. Non, c'est l'orientation client. Ouais. On a posé une question simple. Est-ce que dans votre entreprise, la relation client, c'est quelque chose d'important, de très important, et à l'extrême de l'échelle, de capital? Eh bien, entre le capital et le très important, on a un gap qui s'aperçoit, déjà un différentiel qui est significatif. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de choix du côté du management des équipes de relations clients, c'est l'excellence où on s'expose. Ah oui, donc c'est vraiment, il n'y a pas de milieu, c'est vraiment, soit on est très orienté client, on a une culture client, on veut améliorer les choses, et là, auquel les collaborateurs se sentent moins en tension, exactement, soit en fait, sont moins exposés, voilà. Mais ceci dit, c'est encore au-dessus d'un niveau qui serait la norme égale. Hein. Ça veut dire que même si tout est fait, même si le client est réellement et absolument au centre, il y a quand même une tension qui reste. Ouais. Hein? Par contre, quand l'engagement client devient moyen, simplement moyen, je ne dis même pas nul, alors là, effectivement, il y a une perception de tension qui est généralisée. Donc il faut viser l'excellence. Viser l'excellence, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment pouvoir faire? Est-ce que c'est une question de canaux, on l'a vu tout à l'heure avec Ludovic? Est-ce que c'est une question de bot, de digital, de relations humaines, de conseillers? Alors ça aussi, on a cherché à tester. Donc, on a demandé aux collaborateurs quels étaient les canaux qu'ils utilisaient. Bon, déjà une confirmation tout à l'heure du point de vue, dans la perspective des collaborateurs. En fait, la relation client, elle se résume à 2 canaux. Hein. C'est le téléphone couplé au mail. Donc aujourd'hui, la relation client, et ça c'est déjà une première hypothèse, pose une question. C'est qu'il n'y a plus de face-à-face. C'est qu'en l'espace de 20 ou 30 ans, on a mis le client à distance. C'est le grand paradoxe, je pense, de l'industrie de la relation client. C'est une mise à distance. Ouais. Le canal téléphonique est direct, mais on est quand même protégé par l'absence de visio. On pourrait parler de la visio qui ne marche pas du tout dans la relation client, qui n'arrive pas à décoller, ce qui est déjà intéressant quand on réfléchit aux médias. Et le téléphone, et le mail est quand même le mode de communication le plus impersonnel qu'on ait pu inventer. Ouais, en tout cas, à ce jour. On dit des choses à l'écrit qui sont différentes de l'oral. Transformation administrative. Hein. Ouais. Donc, mais ceci dit, malgré tout, en comparant systématiquement ceux qui utilisent un canal et ceux qui n'utilisent pas de canal, on ne voit pas de différence dans cette perception. Donc c'est très difficile d'attribuer à un canal en particulier une responsabilité dans la perception de cette tension. Mais même en face-à-face. En face-à-face aussi, il y a cette tension, il n'y a pas une relation client qui est... La face-à-face est extrêmement marginale dans la population, hein, aujourd'hui. On va plus voir son penser la relation client dans le modèle de l'agence bancaire ou de la boutique, c'est une chose, malheureusement, peut-être, qui appartient au passé. On peut peut-être aller regarder les raisons pour lesquelles les gens perçoivent, les collaborateurs, des tensions. Alors là, on a fait une petite analyse... où on a extrait tous les mots, on a cherché les mots qui étaient distinctifs de ceux qui perçoivent une relation apaisée et de ceux qui la perçoivent comme étant beaucoup plus tendue. Et là, il y a un phénomène assez intéressant qui apparaît, c'est... Moi, quand j'ai vu les résultats, ça m'a fait penser à un processus psychologique assez fondamental, notamment dans la gestion de la relation client, qu'on appelle les mécanismes d'attribution. Ouais. Hein, donc c'est très simple, ce qui est bien, c'est grâce à moi, ce qui est mal, c'est à cause des autres. C'est exactement ce motif-là qu'on retrouve. Hein, donc pour ceux qui considèrent que la relation est plus apaisée, les mots qui vont apparaître tournent autour de l'idée d'amélioration de l'organisation.
Ouais, l'accompagnement, l'expérimentation, Exactement. l'expérience. Apprendre, c'est la dimension organisationnelle qui domine. Donc l'entreprise m'aide à mieux faire mon travail, l'organisation est plus orientée client, on essaye vraiment de faire des efforts. Alors, on a un cas que je n'évoquerai pas, mais un des membres du groupe de travail dans le secteur de l'assurance, effectivement, était témoin de ça. On a observé que sur leur population, ils étaient assez nombreux à répondre, plusieurs dizaines, donc on a pu un peu comparer. Ils avaient des scores nettement meilleurs que les autres. Puis il nous a dit, pas avoué, mais dit, bah oui, mais depuis 1 an, 2 ans, on a monté un grand chantier et on a repensé complètement l'organisation. Donc on retrouve là un vieux thème de la sociologie du travail. C'est pas l'exécution qui compte au sens du programme, c'est l'attention qui est apportée aux collaborateurs qui va effectivement les motiver, les renforcer et sans doute le rassurer peut-être, mais surtout les rendre beaucoup plus résilients, comme on dit aujourd'hui, même si le mot est un peu pas très bon, mais plus résistants et plus insensibles aux perturbations de l'environnement, c'est-à-dire aux clients qui râlent, qui insultent parfois et qui se comportent en tout cas pas toujours de la manière la plus civile. Donc une sorte de vaccination en quelque sorte. Hein. Alors au contraire, L'attention de l'organisation amène les collaborateurs à être moins sensibles aux agressions de l'environnement. Voilà, c'est assez simple. De l'autre côté, alors là où la relation est perçue comme se durcissant, ce sont les facteurs extérieurs qui sont mis en avant. Hein. Donc l'Ukraine, l'inflation, le Covid. Ah oui. L'inflation, l'énergie, c'est l'inflation. Hein. Le Covid, même si ça a baissé un petit peu. Alors, on le retrouve là dans une première analyse qui s'appuie sur des kinèses, mais on va le retrouver aussi de manière un peu plus nette. Alors là, je cherche les mots-clés qui distinguent le mieux certains verbatims pour opposer, mais on va retrouver cette même logique. Hein, et peut-être avec plus centré sur les features. Le négatif, c'est très très clair. Ouais. On revient à la question de la rapidité de la réaction. Hein. L'absence, c'est le mot-clé. L'absence d'information, l'absence de réaction, l'absence de réponse. On ne me répond pas, j'ai envoyé un message et je dois relancer, etc. Exactement. C'est l'élément à chaque fois qui est critique. Alors on imagine que derrière, il y a un facteur organisationnel qui joue, parce que quand on n'arrive pas à répondre rapidement, quand on n'arrive pas à répondre de manière pertinente, c'est qu'il doit y avoir des ruptures dans le process de traitement de la relation. Hein. Enfin, ça je le présume, j'en ai pas tout à fait, on n'en a pas la preuve directement. Alors, si on va essayer d'analyser un petit peu plus en profondeur, là, donc, il y a les statistiques qui nous donnent vraiment des éléments, oui. Rapidité, orientation client. Qu'est-ce qui sont à l'origine et à la source de ces changements-là? Alors quoi là, à ce stade, l'enquête ne permet pas de le dire, parce qu'on a 2 façons de considérer les réponses des collaborateurs. Soit on se dit que ce sont des chercheurs, des observateurs impartiaux, et qui rapportent juste la réalité. Bon, j'en doute un petit peu, c'est des gens qui vont justifier leurs sentiments. Et dans le dispositif, c'est ce qu'on cherche à avoir. Et ça explique ce mécanisme d'attribution, hein, qui, encore une fois, est à bien comprendre. Hein. Chez ceux qui perçoivent une tension plus grande, c'est aussi ceux en creux qui ne bénéficient pas d'une attention de leur organisation et de leur entreprise. D'accord. Je pense que c'est la lecture qui serait juste. Alors, on peut formuler des hypothèses maintenant. Il y a toute une série d'hypothèses qu'on pourrait avoir. Bon, il y a une première hypothèse qui est assez évidente. Période Covid, ok. Période post-Covid a entraîné dans pas mal d'organisations une certaine désorganisation. Hein. Le télétravail n'a pas toutes les vertus pour l'organisation. On peut en avoir beaucoup pour le collaborateur, mais ce n'est pas forcément symétrique. Il y a des gens qui ne sont pas revenus, pas toujours, ça dépend des organisations. Donc là, on peut avoir un facteur assez important, des problèmes de recrutement qui apparaissent comme dans d'autres secteurs.
Donc ça, c'est le premier facteur. Il y a un deuxième facteur qui est l'économie et ses conséquences psychosociologiques, on va dire. On est quand même dans une période où on s'accorde à dire qu'on est un peu trouble. Des guerres qui éclatent, se développent sans perspective de paix, des tensions sur les matières premières et l'énergie qui ont été fortes. Le soubresaut de l'inflation s'est peut-être un peu calmé, mais ces derniers mois, il a été extrêmement important. Et tout ça peut créer une espèce d'esprit d'inquiétude, d'anxiété. De tension. Et qui amène la tension. Hein. Ça, c'est une chose. La question de la mise à distance des clients, je crois que reste quand même posée. Le monde du digital ne favorise pas l'affect. Ouais. Hein. On n'est plus dans l'émotion, dans le relationnel, on est trop factuel, c'est de l'écrit. On perd une chose importante en communication, on perd la crédibilité de la source. La relation client, c'est la communication comme les autres. Mais communiquer, c'est pas transmettre une information. Hein. On sait ça depuis les années 50 et de Jacobson. Communiquer, c'est aussi établir un lien. On appelle ça la dimension fatigue du langage. Comment établir un lien affectif au travers d'une conversation téléphonique avec une certaine Sylvie qui s'appelle en fait Karima. Hein, pour prendre des pratiques peut-être pas tout à fait éthiques du secteur. Non, il y a un problème, c'est que quand on met à distance l'interlocuteur n'existe plus comme source et on ne peut plus attribuer de crédibilité. Or, la crédibilité d'un message dépend de sa source. Si vous envoyez un message, même s'il est parfait, s'il n'a pas de source, il ne peut pas être sourcé, on ne lui accordera aucune valeur. Ça peut être une chose. On peut avoir aussi des changements dans le même ordre, puisque j'évoque la communication, l'hypothèse de changement de normes langagières. Quand on est en face à face, on a des habitudes, bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous, asseyez-vous, vous voulez un café. Donc on a tout un petit cérémonial qui nous permet d'enclencher la communication. Dans la communication SMS, vous savez bien, c'est passe-moi le sel ou n'oublie pas la lessive. C'est beaucoup plus succinct. Donc c'est un peu plus raide, un peu plus direct, et ça peut être naturellement une source de conflit s'il y a un enjeu important. Donc moi je m'interroge sur, on devrait s'interroger sur le rôle des technologies de la communication de manière générale sur nos civilités. D'accord. Hein, les civilités ça a un sens, l'incivilité pas trop. Mais les civilités, oui, parce qu'une société vit avec des protocoles de politesse, une diplomatie, en quelque sorte, du quotidien. Et puis, bon, la dernière hypothèse, moi, qui me semble aussi digne d'attention, c'est qu'il y a un changement dans les normes d'évaluation. Vous l'avez évoqué de manière très, très claire, mais la relation client s'améliore. Elle était, on va dire autrefois, un bon geste, la bonne opportunité. Elle est aujourd'hui une norme de fonctionnement. Donc il n'y a pas de bonne relation client. Il y a simplement que s'il n'y a pas de relation client, il n'y a plus rien du tout. Hein. Donc c'est une sorte de minimum vital. Donc la perception de la relation client, c'est plus un bénéfice additionnel du service. C'est aujourd'hui un constituant élémentaire sur lequel on a des droits. Et je pense que là aussi, il y a une chose assez importante, et ça se traduit finalement dans les comportements. Quand on double ou on triple le temps passé avec des services de relations clients, ça veut dire qu'on exerce son droit de correction, son droit de rectification sur les prestations qui ont été posées. Et quand on raisonne en termes de droits, quand les droits sont bafoués, généralement, la réaction est la colère. Et la colère conduit à des comportements effectivement, qui vont soit la juridisation, soit la vengeance, soit avec ces lots de sabotage, ou simplement des comportements difficiles, on va dire. Bah justement, c'est une bonne transition avec la marque qui est l'Association pour le management de la réclamation. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu des éléments pratiques, puisque c'est vrai qu'on a vu l'étude qu'a menée Christophe, mais il y a aussi le concret. Comment on fait pour y répondre alors? Pour y répondre, je vais revenir sur notre... Et n'oubliez pas, si vous voulez poser une question, on en prendra une ou deux juste après. Christophe parlait du droit de correction, du droit de rectification des clients. Bon, à l'égard de Christophe, je vais faire un droit ou un devoir d'amplification, avec une approche qui sera un petit peu différente. La présentation se faudra beaucoup plus légère, parce qu'en dernier, je me suis douté que j'aurais un peu moins de temps.
Et donc, je vais m'appuyer sur le Seigneur des Anneaux pour vous faire quelques points, déjà pour vous présenter la marque, puisque la question a été posée tout à l'heure. C'est une communauté, un peu à l'image de la communauté de l'anneau, donc qui va réunir un grand nombre d'espèces au sein de la marque. On va avoir différents publics d'entreprises, on va avoir du B2B, on va avoir du B2C, on va avoir de l'administration. Au sein de nos genres, on va avoir des elfes, on va avoir des hommes, on va avoir des humains, des magiciens, etc. Et là-dedans, on a notamment des académiques avec lesquels on travaille très régulièrement. Et donc Christophe fait partie de ces spécimens avec lesquels on travaille depuis une quinzaine d'années. Et pour tout ça, encore merci mon cher Christophe. Juste amplifier, ou en tout cas aller sur la même longueur de discours, je pense, avec peut-être une approche qui pourrait être en complément peut-être sur le côté pratique. Nous, notre point de vue, pour aller toujours dans le cadre de la marque, notre quête, c'est ce que nous disait Gollum, finalement, mon précieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette quête quand il arpente le Mordor, mon précieux. Nous, notre conviction, c'est mon pépin, voilà, pour pouvoir en faire effectivement transformer. En pépites. Pépites, voilà. Donc, parce que la réclamation, pour nous, être effectivement un moteur d'innovation, de performance financière et d'innovation. Voilà un petit peu nos convictions. Et ce que nous disent effectivement les adhérents depuis de nombreuses années, parce qu'on avait mené une étude il y a quelques années avec Suquet et Rouquet, avant qu'ils deviennent Neoma Business School, sur ce qu'on avait appelé effectivement les déviances. Et donc le travail mené avec Christophe et une petite communauté de la marque a permis de remettre le sujet entre guillemets au goût du jour et d'en voir ses évolutions. Et là, cette fois-ci, c'est un peu ce que nous dit Sam et Frollo peut-être à l'écran. Et Sam, disons, Sam en termes de climat de la relation client, que vois-tu venir? Et là, on s'est mis aux côtés effectivement de Christophe pour savoir ce qu'on vous voyait venir. Et puis on voyait effectivement les chevaliers de l'Apocalypse, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, donc on avait ce que Christophe a pu dire. On voyait au loin de l'inflation, du sécuritaire, du turnover dans nos équipes. C'est un point qui a été abordé en creux, mais qui quand même chez nous a une réelle incidence, les questions sanitaires, etc. etc. Et puis un point alors, qui est aussi un point de surprise, et je serais ravi d'en échanger peut-être dans l'occasion d'un pépite café, mon cher Ludovic, dans quelques mois, c'est qu'également on prête aux Français une défiance qui ne supporte pas de concurrence. C'est ce que nous disait un grand nombre d'études depuis de nombreuses années. Jusqu'à voir effectivement donc, ce fameux cocorico, jusqu'à cette Coupe du Monde de rugby qu'on nous a forcément volé parce qu'on jouait à domicile et qui fait la de nos autres, donc une défiance certaine. Et du coup, si on se rapproche effectivement toujours dans ce film, c'est Gandalf, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce personnage assez iconique, Ushul notre passe, alors adressé à la fois à ces chevaux de l'Apocalypse, et pourtant ils passeront, puisque c'est ce que disait Christophe, même en étant très bon, cette tension au sein de la relation client, nos équipes vont quand même la subir. Par contre, il nous faudra être au top pour essayer de limiter, d'accompagner. Et ce que disait Christophe sur le fait qu'ils doivent se sentir accompagnés permettra de leur donner peut-être un petit peu davantage d'espérance. Et Gandalf aussi, pourquoi? Parce que finalement, alors j'utilise souvent l'image de l'ange gardien, et en fait Gandalf pourrait également se prêter à l'exercice, puisque nous, ce qu'on prône, c'est probablement une marque ange gardien, ou on va dire une marque Gandalf. C'est-à-dire en gros proposer au client à la fois dans la résolution notamment de sa réclamation, donc qui est un des sujets majeurs de notre association, c'est effectivement lui donner de la lisibilité. Ça, je crois que c'est des choses qui ont été dites de part et d'autre de la table. C'est voilà, montrer au client, permettre au client d'éprouver que sa doléance, sa demande, sa réclamation a été comprise. Et en cela, il y a une bonne pratique qui, de mon point de vue, se dégage, déjà partagée ici et par le passé. Et quand les entreprises ont raison, on est condamné à leur donner raison à plusieurs reprises. Et c'est notamment ce qu'a pu mettre en place MMA, qui consiste aujourd'hui à avoir un accusé-réception très qualitatif. Et à la réception d'une réclamation ou d'un dommage, cette marque, cette mutuelle va effectivement, en quelques mots, permettre au client d'éprouver que sa réclamation a été comprise. Et au-delà de la compréhension, il va être rassuré car cette marque va également mettre en avant une relation, c'est ce qu'évoquait Christophe, puisqu'on va personnaliser, on va donner le vrai nom et le vrai prénom de la personne qui va traiter ce dossier. Et plus encore, on va donner les coordonnées directes de cette personne, et ce qui a un effet, entre guillemets, magique à l'image de Gandalf, puisque nous, clients, on sait qu'il y en a une personne unique qui va être en charge et qu'on va également pouvoir la contacter. Et là, la cerise sur le gâteau, cette marque va également donner encore plus de visibilité en donnant un engagement de réponse, et ce qui va permettre à moi assuré, à moi client, de savoir que ma réponse tombera dans 3 semaines. Et 3 semaines peut paraître un délai extrêmement long par rapport à ce qui a été évoqué. On est dans un temps de l'immédiateté, de l'instantané, de la synchronicité, mais finalement on se rend compte que le client, et comme nous, il est capable de comprendre que dans certains cas, il faut une enquête, il faut une étude,
Mais le fait de pouvoir s'engager, c'est aussi un moyen pour le client finalement d'être rassuré, d'avoir de la visibilité et du coup d'être finalement beaucoup moins perméable à la pression du temps et donc d'éviter de revenir vers la marque en disant est-ce que vous avez eu, quand est-ce que je vais avoir ma réponse, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que ces clients qui se voient proposer une réponse même à plus long terme vont avoir une appréciation du temps à attendre qui va être mieux vécue que des mêmes clients qui n'auraient pas cette information. C'est-à-dire que je peux apporter une réponse sous 3 semaines, et ben, ça sera mieux vécu si je suis informé que si j'ai une réponse sous 10 jours, parce que je vais avoir 10 jours d'errement où je suis dans un tunnel sans savoir ce qu'il en est. Donc cette notion de lumière, voilà, apportée à Gandalf ou à notre ange gardien me semble importante. Il y a également cette approche qui est effectivement les ailes. Finalement, comment je vais protéger, donc comment je vais accompagner mon client dans ce qu'il va avoir à vivre. Il m'a fait confiance, il m'a demandé, il m'a embarqué, Philippe Moetti nous parlait d'extraction des effets utiles, pour l'aider finalement à résoudre, à vivre ce dont il voulait. On n'a pas été à la hauteur. Et comment concrètement je vais l'accompagner pour l'aider dans ce moment difficile qu'il va avoir à vivre avec moi. Et puis le troisième point qui est aussi finalement sortir le glaive. Certaines fois on a des procédures, des méthodes qui sont stupides et qu'il nous faut remettre en cause. Et du coup c'est de prendre fait et cause pour le client et puis faire tomber des process certaines fois un petit peu stupides. Donc voilà, côté Gandalf. Et puis donc ce fameux parchemin, et puis à ce parchemin, il peut y avoir, on a pu l'évoquer, je crois en creux aussi tout à l'heure, certaines fois, elle fait dire à un client que finalement, on ne peut pas aller plus loin dans la conversation, que les conditions ne sont pas les bonnes et qu'on va mettre fin à l'appel. Ouais. Et qu'on va le rappeler, ou qu'on le fera rappeler. Si vous êtes dans une relation qui est réellement sincère, alors le mot il peut mériterait d'être peut-être défini si on en avait le temps, mais voilà, je pense que le client, si la démarche est sincère, ça ne va pas envenimer les choses. Et puis les geôles du Mordor, pourquoi ? Parce que dans certains cas, on peut être à des relations qui vont jusqu'à l'incivilité et dans certains cas jusqu'à l'agression. Et là, il y a une bonne pratique qui, notamment pour le retail, me semble vraiment intéressante. C'est une agence, un groupe bancaire qui a mis en place le fait notamment de baisser le rideau de l'agence en cas d'incivilité pour permettre à l'agence de pouvoir porter plainte avec le collaborateur à l'égard du client qui a eu un comportement inexcusable. Ça permet de darguer une perte de chiffre d'affaires et donc d'avoir un préjudice et donc de pouvoir porter plainte solidairement avec le collaborateur et pas simplement de le déposer à la gendarmerie en lui disant « Regarde, j'ai bien fait le job ». Et là, pareil, au collaborateur, du coup, de profiter, de bénéficier réellement de la preuve que l'entreprise est solidaire, montrer également à l'égard de l'ensemble des collaborateurs qu'il y a des choses qui ne passent pas, et également de montrer aux clients que quand ça ne va pas, on le fait savoir et on l'assume. Et ça, je pense, et pourquoi ? Parce que le thème, c'était quand même également sur la relation à 25 ans, et on sort effectivement de l'équipe de rugby, et je pense que de la Coupe du Monde de rugby, il y a un proverbe qui est « No scrum, no wins », donc pas de mêlée, pas de victoire, et il est probable que demain, plus encore, on soit sur un « no player, no games ». C'est-à-dire que déjà, pour gagner un match, il faut pouvoir être capable d'aligner l'équipe qui va avec. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même dans nos univers que le recrutement est quand même quelque chose de plus en plus difficile. Et pour revenir sur le Seigneur des Anneaux, ce que disait tout à l'heure notre ami Christophe, c'est que la très bonne nouvelle, toutefois, c'est qu'il y a quand même une prime pour les entreprises qui sont vertueuses et qui sont sincères dans leur démarche d'une meilleure culture client, d'une meilleure réclamation client. Orientation réclamation client, c'est que celles-ci ont effectivement des collaborateurs qui sont beaucoup plus sereins et que du coup, finalement, ces troupes sereines vont permettre effectivement d'avoir également des convives, des clients, voire des adhérents beaucoup plus sereins. Et donc, on en arrive quand même à un signe d'espoir et qui, effectivement, aujourd'hui, peut se faire rare. Donc, voilà. S'il y a une prime au positif, n'hésitons pas à le dire. Voilà ce que je pouvais partager avec vous. Et puis, vu que tu argues effectivement cet ouvrage, pour ceux qui voudront aller plus loin et qui auront le plaisir de recevoir grâce à toi cet ouvrage, il y a notamment un article, un chapitre qui est effectivement sur comment gérer ces situations effectivement complexes dans la relation avec le client, écrit par Suquet et Rouquet, déposé, et vous y retrouvez un grand nombre de choses, version chercheur, pour aller plus loin. C'est page 107 du livre. Alors justement, on n'aura pas le temps de faire de questions-réponses. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse gagner un des livres. Donc il suffit de répondre à une question simple, Chantal. Alors la petite question, ça va être quelle est la signification du sigle AMARC ? Je vous laisse réfléchir et taper rapidement sur le chat. Alors le premier la première va personne. gagner. Et j'en profite pour vous informer que Marie-Louis nous a indiqué qu'il y avait encore quelques places qui se sont libérées
pour la 59 convention de la marque qui aura lieu demain. Donc même si vous n'êtes pas adhérent et si vous souhaitez découvrir la marque, c'est quand même des matinales qui sont en général plébiscitées, denses et très sympathiques. La thématique, ça sera la place de la relation client dans la RSE. Ça se passera à Paris 15e, dans les locaux de nos amis de la Massif. La Massif que vous pourrez d'ailleurs retrouver à 14h pour une séquence dédiée l'engagement des collaborateurs dans le secteur des mutuelles. Voilà. Donc, alors, est-ce qu'on a le gagnant du fameux livre coécrit par Benoît Méronin, par Marie-Louise Julien, Stéphane Bourrier, et également contributeur Christophe? On va m'indiquer qui a répondu en premier. Ouais, c'est notre gagnant ou gagnante. View Pinatel Périgné. Merci, bravo à vous. Et on se retrouve dans 6 minutes pour la prochaine session du CX Summit. Et cette fois, on va parler d'efficacité et de productivité au centre de contact avec la société Ecominero et la CCI de Paris. Alors bravo à la gagnante, merci à nos 3 intervenants et rendez-vous pour le prochain atelier dans 5 minutes. À tout de suite.